Bienvenue sur le podcast d'AVB. Nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir ensemble quelques notions clés de l'assurance en quelques minutes. Bonjour Santiago. Bonjour Virginie. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode d'Assuractu pour parler solvabilité 2. C'est un mot incontournable, un terme incontournable dans le secteur de l'assurance. On en entend parler tout le temps. Et donc, on est là pour que tu puisses nous expliquer ce que c'est et nous en dire un petit peu plus sur à quoi ça sert, comment ça marche. Bref, dégrossir le sujet de la solvabilité 2 ensemble. Bien sûr. On peut commencer par une définition peut-être un peu générale. Enfin, d'où ça sort, solvabilité 2 ? Qu'est-ce que c'est dans le secteur de l'assurance ? Très bien. Alors, Solvabilité 2, c'est le cadre réglementaire qui s'applique aux activités d'assurance au sein de l'Union européenne depuis le 1er janvier 2016. Donc, Solvabilité 2 est un texte qui est composé de 3 niveaux. Le premier niveau, la directive. Donc, c'est la directive du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de réassurance et leur exercice au sein de l'Union. Cette directive, elle a été complétée par un règlement délégué et ensuite transposée en normes locales et complétée de notes de chacun des régulateurs et du coup en France de notes de l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ok, donc j'imagine qu'il y a des sommes et des pavés pour bien comprendre Solvabilité 2. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est son périmètre, qu'est-ce qu'on cherche à faire à travers cette réglementation, ces directives, et du coup, qu'est-ce que ça implique pour les assureurs ? Bien sûr. Alors, Solvabilité 2 vient remplacer un certain nombre de textes qui existaient au sein de l'Union, au sein de chaque pays, pour réglementer justement le niveau de solvabilité des assureurs. La profession d'assurance, c'est un peu comme la profession bancaire, c'est des activités qui sont réglementées au sein de l'Union, puisque lorsqu'un assureur fait faillite, ça peut entraîner des grosses conséquences pour les épargnants, pour les personnes qui se retrouvent sans couverture, sans pouvoir être indemnisés. Ce qui est novateur au sein de Solvabilité 2, et là-dessus l'Europe était un peu pionnière, c'est que on va couvrir l'ensemble de la solvabilité à travers ces textes. C'est-à-dire, il y a un premier pilier, le pilier 1, sur comment est-ce qu'on va mesurer la solvabilité, comment est-ce qu'on va la déterminer. Un deuxième pilier autour de la gouvernance de la solvabilité, comment est-ce qu'on va s'assurer que ce calcul du pilier 1 est bien fait et qu'est-ce qu'on va mettre comme différents seuils pour la revoir, des scénarios, etc. Et il y a un troisième pilier autour de la communication, c'est-à-dire comment est-ce que les assureurs vont communiquer autour de leur solvabilité, que ce soit auprès du régulateur, mais également auprès du public, avec un certain nombre d'informations qui sont obligatoires et qui doivent être divulguées à tout le public. D'accord, donc Solvabilité 2, c'est pas seulement comment je détermine ma solvabilité, mais ça encadre aussi toute son pilotage, sa révision et sa communication. C'est ça que je comprends. Et son contrôle, on va dire. Exactement. C'est bien plus qu'un seul calcul, même si ce calcul-là, il reste quand même au cœur de la directive. Alors du coup, on va commencer par le calcul quand même. Comment elle est définie, cette solvabilité ? Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? L'une des innovations de cette directive, c'était l'approche bilancielle. C'est-à-dire que avant même de se poser la question du niveau de solvabilité, cette directive détermine la manière dont on doit estimer le bilan d'une entreprise et donc la construction d'un bilan prudentiel en juste valeur. Et donc la directive donne un certain nombre d'indications sur la manière dont on doit estimer les actifs et les passifs des assurances pour pouvoir déterminer le montant de fonds propres disponibles à une date donnée. Une fois qu'on dispose de ce montant de fonds propres, ensuite on calcule un SCR ou Solvency Capital Requirement, c'est-à-dire le niveau de fonds propres qui devrait être détenu afin de limiter le risque de faillite à moins de 0,5% à horizon 1 an. Dit autrement, il faut qu'un assureur détienne suffisamment de fonds propres pour limiter sa probabilité de ruine à 1 sur 200 sur l'année à venir.
Donc les fonds propres doivent toujours être supérieurs au SCR, je comprends correctement ou pas? Alors, idéalement, en tout cas, c'est le but de cette réglementation. Et donc, les assureurs suivent de très très près le ratio, ce qu'on appelle le ratio de solvabilité 2, c'est-à-dire le ratio de solvabilité, le ratio entre les fonds propres disponibles et le SCR. D'accord. Alors, dans l'idéal, il faut avoir un peu plus que le minimum. Et donc, la plupart des assureurs vont fixer des niveaux d'appétence pour le ratio solvabilité, qui va être aujourd'hui sur le marché entre 140% pour les banques assureurs jusqu'à 300, 400, 500% pour certaines mutuelles. Ok, mais donc l'élément déterminant, c'est ce fameux ratio de solvabilité qui lui-même va être calculé sur la base d'un SCR. Du coup, le SCR est un élément clé. Oui, ça va être l'élément déterminant. L'élément déterminant pour savoir mes fonds propres, en regard de mon SCR, ça me donne quoi comme ratio de solvabilité? Quelle est l'approche pour déterminer ce SCR? Il y a différentes approches possibles ou... Bien sûr. Alors, il y a une première approche, disons que conceptuellement, donc ce SCR est le capital qui devrait être nécessaire pour limiter la probabilité de ruine. Donc, il y a deux approches pour le calculer. La première approche qui est utilisée par les très gros assureurs, c'est l'approche par modèle interne, c'est-à-dire que chaque assureur est libre de définir son propre modèle avec comme seule condition ou comme seul objectif de limiter la probabilité de ruine à moins de 0,5 pour l'année à venir. Par contre, ces modèles sont très très complexes. Ils nécessitent des heures et des heures de calcul et des années de développement. Vu que Solvabilité 2 s'applique à l'ensemble du marché de l'assurance au niveau européen, le Parlement a également proposé une formule standard. Et donc, la formule standard, c'est une approche par les risques dans laquelle, pour chaque type de risque élémentaire, une formule va être donnée pour calculer le capital requis correspondant. Par exemple, pour le risque sur les actions, le risque d'une forte baisse du marché des actions, les assureurs doivent avoir suffisamment de fonds propres pour faire face à une chute de 39% des marchés des actions réglementées, type CAC 40, et de moins 49% des autres types d'actions. D'accord, ces amplitudes auxquelles ils doivent pouvoir faire face, elle est déterminée dans le modèle standard, c'est ça que tu... Exactement, la formule standard donne justement pour les assureurs qui n'ont pas développé de modèle interne, toutes ces règles précises. Et ensuite, pour chacun des sous-modules de risque, on va calculer un montant de capital et le SCR est ensuite obtenu en agrégeant tous les besoins par sous-module de risque à partir d'une matrice de corrélation. Ok. Donc là, tu viens de nous éclairer un peu sur les points clés du pilier 1, qui est ce fameux ratio de solvabilité qui doit être déterminé par les assureurs. En introduction, tu parlais du pilier 2, qui est de finalement contrôler aussi cette façon cette méthode de calcul, son actualisation. La gouvernance, ce qu'on appelle la gouvernance. Elle consiste en quoi, la gouvernance? Comment elle s'organise? Comment on contrôle et on encadre le pilier 1 finalement. Alors, ce qui est là encore, c'est quelque chose d'assez novateur dans Solvabilité 2 et qui est hérité, en tout cas, du système bancaire. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a été mis en place pour les banques et ensuite qui a été appliqué à l'assurance pour la première fois dans le cadre européen. Et au niveau de la gouvernance, on va avoir 3 éléments importants. Le premier, c'est la détermination des fonctions clés. C'est-à-dire que chaque assureur va devoir définir des personnes qui sont nommées par le board, par la MSSB, et qui sont validées par la CPR. Donc, c'est des personnes qui ont un rôle très important. Et ces 4 fonctions, ça va être la fonction actuarielle, la fonction des risques, la fonction contrôle interne et la fonction de l'audit. Et l'objectif de ces fonctions clés, c'est de s'assurer que l'ensemble des règles qui permettent de bien calculer et de bien suivre la solvabilité sont respectées au sein de l'entreprise. Notamment, la fonction actuarielle doit vérifier que la qualité de la donnée
qui est utilisée pour l'ensemble des calculs est satisfaisante. Au-delà de la définition de ces 4 fonctions clés, dans le pilier 2, on va également trouver le besoin global de solvabilité, qu'on appelle aussi le BEG. Et du coup, dans ce besoin global de solvabilité, on va essayer de capter d'autres risques, d'autres types de risques qui ne seraient pas déjà inclus dans le pilier 1. Et on va ajuster, si besoin, à la hausse, le montant de capital requis. Troisième élément qui est clé au niveau du pilier 2, c'est l'ORSA. Donc l'ORSA, c'est un exercice annuel que les assureurs doivent faire pour appliquer les principes de solvabilité dans leur cadre de leur plan moyen terme et donc voir comment est-ce que leur solvabilité pourrait évoluer selon différents types de scénarios. Donc pilier 1, tu nous parles de calcul de solvabilité. Pilier 2, comment on le contrôle, on l'encadre. Et tu nous as parlé du pilier 3, communication. Est-ce que dans les axes de communication, on communique et sur le pilier 1 et sur le pilier 2 ou seulement sur l'un ou sur l'autre? Je ne sais pas. De quoi parle-t-on quand on parle communication dans Solvabilité 2? Alors, sur le pilier 3, et là encore, c'est quelque chose de nouveau, en tout cas, qui était unique quand Solvabilité 2 est apparu. Maintenant, il y a de plus en plus de pays qui font des choses similaires. Le pilier 3 met en place des exigences de communication à la fois envers le superviseur, mais également envers le public. Et quand le public, ça peut être des assurés, ça peut être des investisseurs, mais ça peut être également quelqu'un qui s'intéresse au monde de l'assurance et qui veut savoir quels sont les risques auxquels une compagnie va être exposée et la manière dont elle fait face à ces risques-là. Donc, il y a 3 éléments clés au sein de la communication des assureurs. Le premier, le RSR, c'est le rapport au superviseur. Donc, les assureurs doivent faire un rapport qui est très détaillé auprès de l'autorité de contrôle, donc en France, l'ACPR, pour que l'ACPR ait une vision complète de la manière dont l'assureur conduit ses affaires, quels sont les risques auxquels ils sont exposés, comment ils sont mesurés, comment est-ce qu'ils sont atténués et quelles sont les mesures qui sont mises en face. Ce rapport suit un plan qui est prédéterminé. C'est-à-dire que les sections et les sous-sections de ce rapport sont communes à tous les assureurs. Ce rapport inclut un certain nombre d'informations qui sont confidentielles ou sensibles. Donc, Solvabilité 2 a instauré un deuxième rapport, le SFCR, qui est une version simplifiée du RSR, mais qui suit exactement le même plan. Et cette fois-ci, ce rapport, le SFCR, il est ouvert, il est disponible à n'importe qui dans le site web de chaque assureur. Donc chaque assureur est tenu de communiquer son SFCR au public de manière générale avec un certain nombre d'informations, à la fois sur le chiffre d'affaires, sur les provisions, sur la manière dont elle calcule son SR, donc ses besoins en capital, sur l'évolution de ratio et encore d'autres choses. Ce rapport-là, donc le SFCR, c'est un rapport narratif, donc qui mélange des paragraphes avec du texte, mais je pense que là où on a la plus forte innovation, en tout cas pour nous en tant qu'analystes par exemple, ça va être les QRT. Puisque les QRT sont des tables, c'est Quantitative Reporting Template, des tables qui sont à double entrée, donc chaque valeur va avoir une référence, et c'est des obligations de divulgation d'informations à la fois sur le bilan, sur les primes, sur les provisions, sur les besoins de capital, de manière très détaillée et exactement au même format pour n'importe quel assureur. Cela facilite énormément les analyses ou les comparaisons entre différents assureurs puisque, par exemple, le S0102 sera toujours le bilan et au sein du S0102, on aura exactement la même référence pour les obligations d'État ou les actions cotées, quel que soit l'assureur, quel que soit le pays, du moment où il est soumis à Solvabilité 2. Et ces QRT sont publics? Et ces QRT, alors une partie des QRT en tout cas l'est. C'est un peu comme pour les RSR, il y a des QRT qui sont uniquement à destination du régulateur, mais il y a une grande quantité de QRT qui sont publics. Ok, donc avec Solvabilité 2, il y a aussi une mine d'informations si on veut pouvoir faire des analyses comparées de l'évolution du secteur, d'un acteur donné, et c'est très riche, c'est ça que je comprends.
Oui, c'est très riche et c'est une vraie mine d'informations, et c'est aussi quelque chose qui permet aux assureurs finalement de se comparer entre eux et d'ajuster en fait, ou en tout cas de progresser là où ils peuvent avoir des défaillances. C'est quelque chose aujourd'hui qui est assez mature, puisque c'est rentré en vigueur en 2016. Donc aujourd'hui, on a presque une dizaine d'années de rapports et d'exercices qui ont été effectués. Oui, oui. Et ce recul est certainement intéressant pour percevoir des évolutions et des tendances sur le moyen terme, on va dire. En effet, le système, il est pas parfait. Il marche bien, mais il est pas parfait. On aura l'occasion de rediscuter dans un autre épisode des évolutions qui sont prévues. Il y a une grosse évolution en ce moment, une grosse revoyure qui devrait s'appliquer à partir de 2027 ou 2028. Eh bien, effectivement, on prend rendez-vous pour parler de la prochaine revoyure et des changements qu'elle amènera sur ces sujets. Merci pour cet éclairage, Santiago. Merci Virginie.